Faire un film, c'est comme faire ses courses. Voilà. Tu fais tes courses et tu rushes dans les rayons. T'es là comme un bourrin, t'es là, tu vas prendre la crème fraîche, les œufs, et t'espères que tu vas rien oublier. Pourquoi ils l'ont tué? Ah, on va savoir. Pourquoi les gens passent à l'acte? C'est ce que je te demande, pourquoi? Ça, on s'en fout, c'est pas notre boulot. Bah, le parcours, il se voulait assez simple au départ, hein. C'était école de cinéma en sortant du bac. Donc l'ESRA, diplômé, je crois que je suis diplômé en 2002, mise en scène et scénario. Et dans la foulée, je comprends que ça va être dur d'enquiller sur des plateaux. En tout cas, j'ai pas envie de le faire tout de suite parce que je sens que bah, je vais être en bas de l'échelle, apporter des cafés et parfois peut-être même apporter des cafés à des gars, beaucoup de gars, dont je vais pas aimer la façon de travailler ou l'ambiance de plateau. Déjà en école, j'étais hyper sensible à ça, sur le fait que ça parle mal, que c'est très hiérarchisé, que les chefs d'équipe, le son et l'image se pouillent l'un l'autre. C'était assez viril aussi comme univers. Donc j'étais pas pressé d'y aller. Et puis après, on m'avait dit que bah, les premiers longs métrages, il faut les écrire proches de soi. Et moi, j'avais pas eu d'enfance particulièrement difficile, j'avais rien à exprimer. Donc du coup, je me suis dit, fais tout autre chose et commence à faire un autre boulot. Donc je postule à différents trucs, et dont le SAMU social de Paris. J'y vais au numéro d'urgence 115. Euh, et je m'inscris là-bas. Je suis pour un hiver seulement, et je réponds au téléphone. Et là, j'ai une illumination sur et mon prochain projet, qui sera sur un tueur en série à la rue, dans Paris. C'est ce que je crois être mon premier film à ce moment-là. Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai plein de choses, plein de matières. J'ai des gens au téléphone, j'ai mes collègues, je vois comment ça se passe aussi dans un travail. Et je vais y rester 15 ans. 15 ans pendant lesquels je vais écrire Vaurien. Je vais aussi mettre les premiers éléments de plein de scénarios. Là, il m'en reste encore pas mal déjà amorcés. Et ça va me servir directement dans l'écriture des deux longs, quoi. Du coup, il faut montrer patte blanche, notamment au CNC, sur le fait que donc Vaurien, on est du point de vue d'un tueur en série, d'un agresseur en série. Donc montrer que le film ne sera ni malaisant, ni glauque, ni moche, qui a aussi des velléités artistiques, esthétiques. Et donc pour faire ça, une fois que j'ai trouvé mon producteur, je vais très sommairement prendre les 20 premières pages de Vaurien, et je vais dire voilà, ça c'est un court-métrage, ça va s'appeler Errance. Je vais le faire sur toutes les contraintes possibles, c'est-à-dire un personnage en errance la nuit à Paris seul. Voilà, je pense que c'était le projet qui coûtait 2 balles. Et parce que j'avais aussi pensé à ça, je me suis dit personne me fera confiance, donc autant travailler dans la contrainte. Et donc Errance, ça a été très très bien reçu, mais ça n'a pas rassuré le CNC pour autant. Je me souviens être monté deux ou trois fois en plein air, parce qu'on a eu une dérogation, et à chaque fois c'était blocage sur le fait qu'on était du point de vue de la mauvaise personne, quoi. Qu'il n'y avait pas de flics qui enquêtaient. Voilà, donc le cours n'avait pas rassuré, mais à côté de ça, il a été très bien reçu en festival. Et c'était hyper agréable. Moi, j'étais encore au SAMU social, hein, donc j'avais un pied dans les deux univers à ce moment-là. Et je décide de réenquiller avec mon producteur. On fait Grand Boulevard à ce moment-là. Parce que j'ai eu quand même quelques manquements sur le premier. Je me souviens que l'ours, donc la globalité de toutes les scènes tournées faisait 40 minutes et au final il fait 20. Donc je me suis dit, ah, mais, fais gaffe parce que tu fais perdre de l'argent, tu fais perdre du temps. Et ça peut pas, dans un milieu pro, ça peut pas t'arriver. Donc sur Grand Boulevard, j'écris les 15 dernières minutes d'un condamné à mort, une histoire vraie. Et je me dis, t'as 15 minutes, pas une de plus, tu peux pas te planter. Donc voilà, je m'entraîne là-dessus, sur être efficace, pas faire pas perdre de scène, quoi. Ça marche bien. Et le film, il est intéressant, il est pas globalement... Enfin, globalement, il est un peu trop cher aussi. Il coûte 120 000 euros, je crois. Et ça me paraît aberrant, mais on est dans une vraie prison. Et donc le troisième court-métrage, Grand Boulevard, va venir en réaction à ça, puisqu'il va coûter 500 balles. Et je me dis, alors, ben, le temps réel, t'as géré.
Et maintenant, tu vas essayer de faire une seule prise, voilà, sur 7 minutes, 7 ou 8 minutes. Et aussi, j'avais aussi été un peu gêné par le fait que j'avais un découpage qui malmenait un peu les comédiens. Ils n'avaient pas la capacité de jouer dans la durée. Donc là, voilà, c'était un plan séquence, plan fixe, 7 minutes. Donc c'était mon apprentissage à moi, personnel, pour un jour pouvoir faire Vaurien avec 350 000 euros, quoi. Alors Vaurien, je l'écris en 2010. Je suis encore au SAMU social. Je crois que j'ai fait une trêve. J'avais démissionné. J'ai utilisé mon... Enfin, j'avais démissionné. J'avais renouvelé mon contrat. Donc du coup, j'avais mes essais-dic et c'était bien. Et j'ai eu 2 ans un petit peu pour peaufiner, pour démarcher. Donc là, comme je connaissais personne, je me suis tourné vers Guillaume Dreyfus et Stéphane Lemoustier, qui n'était pas encore le réal qu'il est devenu. Et tous les deux m'ont fait confiance pour les 3 premiers cours. Et dans la foulée, donc, le long, je le porte pendant 10 ans. Ça prend 10 ans, on le tourne en 2019. Et je me souviens que le feu vert part, on n'a même pas amassé 150 000 euros. Donc au fur et à mesure, je fais mon casting, donc je récupère Ophélie Beau qui sort du Keshish, complètement traumate par ce qui vient de se passer. Moi, je la reçois en casting le lendemain de son départ de Cannes, précipité de Cannes. Je rencontre Pierre Deladonchamp, mais c'est pas des noms très porteurs pour le métier. Du coup, on arrive à amasser que 350 000 euros. Et là, la décision, c'est est-ce qu'on y va quand même à ce budget-là? Et je dis oui, et je réécris en partie pas mal de choses pour que ça colle, quoi. On fait le film, je suis toujours au SAMU social, le film sort, Covid, et puis ensuite le festival annonce qu'il est retenu dans la sélection officielle, donc cool, mais le festival n'a pas lieu, donc bof. Mais c'était quand même hyper plaisant parce que j'ai pas eu l'aspect compétition, j'ai pas eu l'aspect fête foraine du truc. J'étais un peu préservé et du coup j'ai démissionné. Et je me suis dit ok, ben, je tente l'aventure. C'est un bon signal quand même pour ensuite rencontrer des prods et changer un peu la dynamique des entretiens avec eux, quoi. C'était pas moi qui leur présentais quelque chose, c'était plutôt eux qui s'intéressaient à ce que je pouvais faire ensuite. Je me souviens avoir reçu un coup de fil de Christophe Delso, qui est producteur chez Oriflamme Film, et qui me parle de Rapace. Il me dit que c'est un scénario qu'il a en main depuis une dizaine d'années, qu'il n'arrive pas à produire, mais il avait fait partie d'une commission, il me semble, de lecture au CNC, et il avait aimé ma façon de défendre Vaurien. Donc, ok, donc un allié pour Vaurien, c'est toujours bon à prendre. Je lis le scénario et si je suis séduit par l'arène sur les faits diversiers, et notamment détective, même si ça s'appelle Alerte, à ce moment-là, le journal, le faux journal, j'aime pas tellement le scénario. J'accroche pas au personnage, je trouve que les choses sont un peu datées, le ton, l'humour, c'est complètement ancré dans la société patriarcale, mais pas du tout pour la dénoncer, plutôt pour la continuer. Donc, je demande la permission de réécrire, et elle m'est accordée, et à ce moment-là, je repars. D'abord, je fais des petites touches, et après, vraiment, j'arrache tout, et sans leur dire, aux 3 auteurs et aux producteurs, et je repars du début. Je garde le canevas du premier tiers, on va dire, et ensuite, j'explose tout, je réécris les personnages, la relation père-fille, évidemment, qui est essentielle. Et jusqu'à la création du Napoléon, donc la grosse séquence qui va venir en tout dernier. Et là encore, c'est trop juste pour le producteur. Il considère que c'est une réécriture intéressante. Les auteurs suivent aussi. 3 auteurs qui se sont succédés sans forcément travailler ensemble. Du coup, moi, je travaille avec 24-25 sur un autre projet, un film sur la police à ce moment-là, qui est toujours dans les cartons d'ailleurs. Mais un peu cher, il faut un gros casting et je suis personne à ce moment-là. Même avec Vaurien, je peux pas y arriver. Donc je leur demande s'ils sont intéressés par Rapace, ils lisent et ils sont l'élément déclencheur pour que, 1, le film se fasse, 2, se fasse avec un casting que j'apprécie et auquel je crois, et 3, avec une réécriture, une dernière, qui va nous permettre justement d'aborder le Napoléon comme je l'avais imaginé. Parce que l'équipe d'auteurs et le producteur Christophe Delso avaient encore des petites réticences
c'est normal quand on porte un projet pendant 10-12 ans, de voir le dénaturer autant, c'est un petit peu bah, frustrant pour eux, parce que forcément, le film qui se fait, c'est pas celui qu'ils avaient en tête, tout à fait. Allô? J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît! Lève le nez un peu. Le fait divers, ça a toujours inspiré la littérature, le cinéma. Il y a un truc imparable dans le fait divers, c'est que c'est peut-être invraisemblable, mais ça s'est passé comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'avaient utilisé les frères Cohen avec Fargo, quand ils avaient rusé comme des malins en disant ce film est inspiré d'un fait réel, alors que pas du tout, et c'était juste pour pouvoir monter un scénario fabriqué d'humour noir. Enfin, c'était génial. On se disait à chaque fois, putain, ça s'est vraiment passé comme ça, c'est un truc de fou. Et en fait, non, ils avaient inventé, mais ils étaient vraiment pas loin de la dynamique d'un fait divers. C'est vraiment, ça peut aller du tragique au comique, ça peut être sordide, ça peut être horrible, mais il y a cette dimension de ça pourrait m'arriver à moi, ça pourrait arriver à ma famille, à mes voisins. Et puis, globalement, je trouve que ça s'est généralisé pas mal avec l'essor des plateformes. On voit là sur Netflix, concrètement, il y a du fait divers partout, quoi. On, on le, on arrive à le matérialiser par toutes les séries, les films qu'il peut y avoir sur les tueurs en série. Mais c'est pas que les tueurs en série, en fait, c'est le fait divers. Le fait divers prend une place hyper importante. Et puis aussi, le Nouveau Détective, donc le journal en question qui, moi, m'intéressait, il était un peu tout seul, c'était un îlot à part, jusqu'à ce que toute la presse, globalement, se mette à traiter le fait divers. Et aujourd'hui, même les hommes politiques ne réagissent qu'aux faits divers, quoi. Il y a quelqu'un qui meurt, si c'est un noir ou un arabe, eh ben, la droite ou l'extrême droite s'en saisit, qui est l'auteur, hein, je veux dire. Et si c'est un blanc qui est l'auteur, ben, on va voir la gauche, les féministes, rappeler tout ce qui est important à rappeler dans ces cas-là. Donc c'est un peu du clientélisme, c'est un peu utilisé, réutilisé de façon politique. Et, et ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça a vraiment mis à la marge ces journalistes-là. Eux, ils font partie de la presse écrite, ils ne font que du fait divers. Et, euh, et tout autour d'eux, la société a changé. Euh, on parle de MeToo, mais l'essor du féminisme, l'essor du masculinisme en réaction. Euh, et voilà, et eux, ils font du fait divers depuis toujours, ils font du féminicide depuis toujours, sans même avoir pu mettre le mot dessus. Et ils parlaient du crime passionnel, d'ailleurs c'est Daroussin qui le mentionne. D'ailleurs, ça c'est un petit truc qui m'avait amusé, parce que quand la bande-annonce était parue sur Internet, j'avais eu des commentaires sur le fait que j'utilisais crime passionnel dans la bande-annonce, quoi. Donc, je m'étais fait tacler pour ça, mais j'avais envie de dire, mais non, mais regardez le film, c'est un élément important. Donc oui, tout ça fait que je pense que le fait divers est au centre de nos vies. Il y en a certains qui nous font rire, euh, jaunes sans doute, et puis beaucoup nous font peur, quoi. On nous touche. Et les affaires les plus feuilletonnantes et les plus traumatisantes sont des féminicides. Parfois non élucidés ou des disparitions d'enfants, hein, c'est selon. Mais ce qui est certain, c'est que dans les faits divers, on parle pas de tout ce qui est domestique, on parle pas parce que c'est tue, parce que ça ne part pas ni dans la presse pour protéger les mineurs, ni dans le judiciaire, parce que les plaintes sont pas déposées ou ne sont pas reçues, mais ça va être les incestes, ça va être les viols sur mineurs. Là-dessus, c'est vraiment silence radio. Donc ça, je trouve que c'est un sujet à part qui mériterait toute une batterie de films euh, sur ça, mais en tout cas, je sais que Détective n'arrive pas à s'en saisir pour les deux raisons que j'ai mentionnées. Ils peuvent pas citer des témoins, ils peuvent pas. Il y a un côté exhibe qui peuvent pas du tout, ils peuvent pas faire leur métier en fait. Alors que jeter en pâture la vie d'un criminel, ça fait les gros titres. Et puis ensuite, faire l'autopsie d'une victime. D'autant plus si elle est femme, d'autant plus si elle est belle, d'autant plus si elle avait des enfants. Alors là, ça fait vendre. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui est aussi intriguant, intéressant, que ouais, ça fout la rage, globalement. C'est un sujet qui peut nous prendre aux tripes.
Et, euh, et parfois, c'est la même affaire, on réagit globalement très différemment, pardon. Ça cartonne sur Internet et je me retrouve page 18. Vraiment, je comprends plus rien. Ouais, bah attends, on m'a complètement saboté mon chapeau, là. Face à la prolifération de ces nouveaux prédateurs, combien de temps faudra-t-il pour prendre la seule mesure qui s'impose, la castration chimique? J'ai jamais écrit ça. Avant. Pourquoi pas la peine de mort aussi? Pourquoi pas? La peine de mort, c'est populaire, hein. Je t'ai déjà dit, primo, personne touche à mes chapeaux. Deuxio, c'est un procès, pas une chasse aux sorcières. Et troisio... Tertio. Non mais sérieux, on bosse pas chez Minute non plus. T'as vu ton article? Il était fadasse. Je l'ai embelli, tu peux me remercier. Oui, alors, le nouveau détective, comme je l'ai dit dans le scénario original, c'était le magazine Alerte. Bon, j'ai tout de suite compris que c'était détective, et surtout, Détective est le seul journal en France, mais aussi en Europe, à traiter uniquement, exclusivement du fait divers. Donc c'est une vraie singularité. Et après, ce qui m'a plu en fait dans ce journal, dans un premier temps, c'était pas leur méthode parce que je les connaissais pas, j'avais pas enquêté, et j'avais que la matière première de donc Christophe Cantoni, qui est le premier scénariste du projet, qui effectivement avait travaillé 5 ans là-bas. Donc, mais je le croyais pas sur parole. Enfin, c'était peut-être sa méthode, et en même temps, elle était datée parce que lui, il avait travaillé 10-15 ans en amont. C'était le fait que le journal avait quasiment 100 ans. C'était le fait que c'était 100 ans d'histoire. Dans la presse écrite, c'est énorme. C'est de voir que des plumes comme Mauriac, les frères Kessel, Simenon, des gens que j'admire sur le côté littéraire. Il y avait Albert Londres qui avait écrit. Et puis, j'ai vu que ça avait fait la fortune des frères Gallimard, qui ensuite ont pu avoir une indépendance financière et donc créer tout l'univers qu'on connaît. Donc à la base, c'était classe détective. C'était un truc hyper cool. Ça voulait dire, on prend du fait divers et on fictionnalise un petit peu, on met une patte littéraire pour intéresser les gens et pour leur faire comprendre ce qu'il y avait à comprendre dans tel ou tel fait sordide. Donc en gros, on était censé grandir après avoir compris que le boulanger a violé sa fille et s'est pendu. C'était pas juste un fait divers, il rentrait dans le pourquoi il avait pu violer sa fille, pourquoi ça avait été tué par tout un entourage, et comment cet homme avait préféré la pendaison et le suicide à la disgrâce. C'était tout ça qu'ils essayaient de faire ressortir par le verbe. Et puis après, effectivement, ça s'est un peu dévoyé, ça s'est perdu, et on va dire années 80-90, crise de la presse papier. Je dis pas que les plumes d'aujourd'hui n'ont pas le niveau littéraire de l'époque, mais enfin, c'est plus des écrivains. Et ça m'a rappelé aussi le cinéma américain, et même en partie français, quand c'était pas des scénaristes qui écrivaient les films, c'était des écrivains. Il y avait quelque chose de classe, de rigoureux. Donc voilà, ça, je trouvais ça assez dément, de me dire que peut-être, si je fantasmais le truc, le personnage de Samy Bouajila était peut-être à l'ancienne quelqu'un qui avait une plume aussi acérée et un vrai amour du sujet. Et pas seulement une recherche de scoop. J'avais pas envie de refaire Paparazzi avec Vincent Lindon et Patrick Timsit. J'avais pas envie de faire un truc, juste un film d'aventure pour choper une info. Et voilà, ça m'a intéressé. Et puis après, je les ai rencontrés pour un peu tâter, savoir si je pouvais utiliser leur nom ou pas, ce qui était ma volonté. Je voulais vérifier surtout qu'ils n'étaient pas, qu'ils ne soient pas d'extrême droite, parce que j'avais entendu parler du fait que pendant une dizaine ou quinzaine d'années, leur réputation, c'était ça, hein, c'était de surfer sur du fait divers, mais aussi pour un certain conservatisme globalement. Et or, c'est une nouvelle équipe, c'est des jeunes gens en fait aujourd'hui, ils ont 4-5 ans dans la boîte, et ils sont plutôt apolitiques, ou on va dire, je sais pas pour qui ils votent, mais ça va, je les ai sentis safe sur tous ces sujets. Ils ont compris aussi que les féminicides, il faut les nommer comme tels. Ils ont compris qu'un féminicide, c'était le meurtre d'une femme par un homme parce qu'elle est femme, et pas affaire de passion, voilà. Donc ça, ils sont très au clair, et je pense qu'ils sont très en avance sur leurs collègues des autres journaux. Voilà. Et ça, c'était intéressant aussi de voir qu'ils étaient un peu au diapason de ce que j'avais fantasmé. Donc à ce moment-là,
j'aurais demandé l'autorisation, ils étaient hyper partants, ils sont cinéphiles, enfin, c'était très cool. 2 meurtres en moins de 2 ans, même mode opératoire, même région. Toi, tu te poses 0 question. Mais ils ont arrêté le coupable, oui ou non? Oh, mollo, on va faire ça bien, dans les règles. Qui commence? Ben moi non plus, j'y crois pas. Parce que Patricia, c'était une femme indépendante, une trentenaire. Elle était propriétaire de son appart, de sa voiture. Alors que Jessica, c'est une ado, elle vivait chez son père, elle faisait du vélo. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout le même profil. Je suis d'accord. Et surtout, Patricia Robert, Richard Lacombe, c'est une affaire jugée. Je veux dire, je peux terminer? Vas-y. Les faits, rien que les faits. On a son ADN, des aveux signés, des témoignages accablants qui concordent. Je veux dire, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il y a 0 doute, là. J'ai pas dit qu'il était innocent. Pour Jessica, on a plusieurs auteurs. Donne. Peut-être que Lacombe était pas seul, qu'il faisait partie d'un groupe, qu'il a porté le chapeau pour protéger ses potes. Ah, c'est un très bon pote alors, hein, parce qu'il prend quand même 20 piges et il finit par se foutre en l'air dans sa cellule. Ah, ça veut rien dire, ça. Hein. Il y a un suicide tous les 3 jours en prison. Moi, c'est un titre qui préexistait, donc j'étais tranquille, j'ai trouvé que c'était un bon titre, j'étais en paix avec ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas la... Il y avait la notion tout de suite que les rapaces étaient ces journalistes de faits divers, ces vautours qui viennent se repaître un peu du corps encore chaud, soit de la victime, soit du bourreau d'ailleurs. Mais il n'y avait pas forcément dans la première mouture la notion que le rapace c'est n'importe quel homme. Et moi c'était ça que, enfin c'est en tout cas ce que je portais dans Vaurien, dans mon premier long métrage, et que j'avais l'opportunité de prolonger là, sous un autre angle, de façon peut-être plus détendue parce qu'on est dans le genre, moins clivante parce que effectivement Vaurien est un peu clivant vu qu'on est avec un tueur en série. Là, on est du bon côté de la barrière, on est avec l'enquêteur. En plus de ça, on a le personnage de Mallory Wanek, donc auquel on s'identifiera plus facilement que Samy Bouajila, qui est un peu une tête dure. Donc oui, les rapaces, c'est tout de suite dans l'imaginaire ces journalistes, ces journalopes, comme on pourrait le dire, vu qu'ils sont vraiment particulièrement adorés depuis une 10-15 d'années. Et effectivement, pour moi, le danger, le prédateur du film, c'est même pas ces tueurs qui concernent l'intrigue, c'est potentiellement n'importe quel homme. Voilà, n'importe quel homme, moi y compris. On est tous de potentiels chasseurs, prédateurs. Et même si c'est pas le cas, même si on est parfaitement innocent et même si on est, comment dire, même si on n'a pas du tout cette notion-là de dangerosité pour nous-mêmes, c'est quand même comme ça que le perçoivent les femmes. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la perception que peuvent avoir les femmes de scènes banales, quotidiennes. Alors que je les ai pas mal épluchées dans Vaurien, hein, puisqu'il y a une scène dans un ascenseur, dans la rue, dans un train. Toutes les situations les plus banales, je les fais ressentir donc aux hommes, qui viennent pour toute autre chose. Et là, dans Rapace, c'est un peu la même chose. Y compris la séquence du Napoléon, qui est donc cette grosse séquence de climax, c'est 2 personnes en train de manger en champ contre champ dans un restaurant. Et elle tend tout le monde parce que je pense qu'on arrive à s'imaginer à leur place, aussi bien hommes que femmes, et c'était pour moi l'essentiel. C'est là où j'ai l'impression que les deux se rencontrent, quoi. Et les âmes qui viennent chercher une intrigue sur le whodunit, quoi, qui a fait quoi, et les femmes qui peut-être veulent une étude de caractère plus poussée. Et à ce moment-là, tout se rejoint un peu et voilà, j'aime assez se faire dialoguer un peu tout le monde, quoi, tous les types de spectateurs. Quand un spectateur rentre dans la salle, je me dis, il faut pas que j'y fasse de leçon de morale parce que sinon il va en ressortir braqué et il va pas changer d'avis. Et voilà, donc moi je pense beaucoup à mes parents qui ont toujours voté à droite et qui ont depuis 10-15 ans tendance à frôler l'extrême droite, donc je sais pas trop, je me tiens pas trop au courant parce que sinon on va se braquer. Mais je me dis comment eux je peux les ramener à au moins apprécier les choses différemment pendant 1h30 de film. Juste pendant 1h30, je veux pas changer leur façon de voir les choses, mais la changer pendant 1h30, les forcer à voir autre chose, c'est important. Et donc t'as raison, tu égrènes plein de situations complètement anodines, des détails, mais il y en avait plein à Vaurien. Vaurien, c'était que ça, c'était vraiment du racisme ordinaire, de la misogynie ordinaire à toutes les scènes, qui, la plupart du temps, passaient inaperçues, complètement. On m'a très peu fait la remarque sur ça. Il y a une scène de chantier dans Vaurien où il parle des femmes qui passent, donc évidemment je ne fais pas ce contre-champ sur le corps de ces femmes qui passent, qui vont et viennent dans la rue, mais eux ils sont racistes, ils sont misogynes, ils sont atroces, et ils se marrent, et c'est un peu drôle.
Donc tu peux même te laisser aller à rire un peu. Et il y avait... Enfin moi je trouve ça assez sidérant. Parce que bah, dans la vie de tous les jours, on peut se permettre des horreurs. Au travail, on entend des horreurs. Dans la rue, à la télé. Mais on ne perd pas nos valeurs, en fait. C'est hyper important de savoir d'où on rit et avec qui. Donc moi, ce qui est intéressant, c'est que comme ça n'est pas le sujet du film, ça l'est, fondamentalement. Le sujet, c'est effectivement un féminicide a lieu, on doit découvrir qui a fait quoi. Mais on s'en fout, c'est qu'un film. Ça, c'est la partie film. Ce qui est beaucoup plus terrifiant, c'est la partie réelle. Voilà. Et comme dans Vaurien, Vaurien, on s'en fout, c'est pas un tueur en série, c'est un comédien, il a un costume, du maquillage, et c'est pour rigoler. Par contre, tout le reste, tout ce qui est beaucoup plus flippant, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est emprunté du réel. Moi, ça me fait peur, voilà. Tout ce qui est emprunté du réel me fait beaucoup plus peur que tout ce que je vais essayer de mettre en place de façon... Peut-être le seul moment où je joue le jeu, c'est dans le Napoléon, où je me dis, allez, on va faire vraiment acte de foi, et on va faire un vrai moment de cinéma où on va vraiment donner l'impression que c'est ça l'enjeu. Mais l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est ce qui va rester comme étant problématique quand on va sortir de la salle. Voilà, c'est le fait, comme tu disais, que une voiture qui n'a rien à voir et qui nous tourne autour, ça nous fout les boules, parce qu'elle fait pas du tout partie du scénario. Moi, je me souviens avoir donné des consignes partout dans le film où, autour de moi, on comprenait pas pourquoi j'insistais autant pour qu'il y ait une voiture à ce moment-là, quand elle sort de la gare. C'est passé quoi? Alors sur la construction du récit, ce qui était intéressant pour moi, c'est de commencer sur un film choral avec pas mal de points de vue différents qui se complètent, et puis d'être dans la chronique. Et ensuite de resserrer sur le point de vue d'Ava et le point de vue de Samuel. Et de rentrer dans le genre par le biais de la séquence avec Paul Ami. Donc là, ça nous permet de rentrer dans le genre pur et dur avec l'apparition de la CB. Et ensuite, on est plus que sur deux points de vue, celui de la fille et du père. Et ça peut nous manquer de plus voir Daroussin, Stéphane Crépon et Valérie Donzelli, mais c'est un peu le but, quoi. On démarre en chronique, on démarre dans un genre un peu identifié téléfilm français, assez plan-plan, assez calme, un peu sans enjeu, pour justement partir sur les personnages, chacun avec son caractère, son positionnement, et les faire se rejoindre pour la dernière partie, qui là, pour le coup, est complètement thriller. Et sur le lien père-fille, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui arrivait sur le tard. Dans la version initiale, le premier jet du scénario, en fait, Samuel, il avait une trentaine d'années, et il était avec sa stagiaire, et ils finissaient par avoir une relation, tous les deux. Une relation un peu amoureuse, que je trouvais datée, et pas du tout... Enfin, un cheveu sur la soupe pour moi. Et d'ailleurs, ça m'avait fait pas mal penser au film Vivant, avec sur la presse aussi, avec Roche Dizem et Alice Isaz, où il y avait une différence d'âge, et moi, ça m'avait mis un peu mal à l'aise. Pas d'un point de vue moral, mais parce que pour moi, c'était pas le sujet du film. Et bon, ils avaient envie de parler de ça, je me souviens plus du nom de la réalisatrice, mais c'était apparemment son sujet. Et moi, ça m'avait un peu frustré. Donc j'avais pas du tout envie d'aller dans cette direction-là. Et je me demandais comment je pouvais éviter le fait que si l'un et l'autre s'entendent bien, il n'y ait pas cet enjeu-là entre les deux. J'aurais trouvé ça extrêmement malaisant qu'entre Samy Bouejina et Mallory Wannet, qu'il y ait une ambiguïté. Et autre chose, c'est qu'il me manquait pour la séquence du Napoléon un lien fort entre eux, un lien intime, une autre dimension plus personnelle, pour qu'ils tiennent l'un à l'autre. Voilà, pour qu'ils aient peur l'un pour l'autre et qu'ils fassent front ensemble. Et du coup, sur le tard, je me souviens avoir annoncé à mes producteurs que je me suis dit, ok, ils seront père et fille.
Et ça avait un peu grincé des dents parce qu'il pensait à ce moment-là que c'était vraiment une fausse bonne idée et surtout une idée qui allait avoir une incidence sur la réécriture. Et en fait, ce que j'ai adoré, moi, en tant que scénariste, c'est de voir que j'avais rien à changer. J'ai rien changé, j'ai changé 2-3 répliques. À un moment, elle l'appelle papa. Un autre moment, elle lui pose la question à Napoléon, elle lui fait remarquer que si Solveig s'occupe de son enfant, pourquoi il s'est pas occupé d'elle? Et puis voilà, ça change pas grand-chose. Et pourtant, c'est une thématique, c'est la thématique principale du film pour moi. Enfin, c'est ce qui se joue entre les personnages et ce qui, pour certains spectateurs, devient le truc qui fait qu'on a un attachement à ces personnages et on a un attachement à ce qui se joue entre eux. Voilà. Donc je trouvais ça intéressant de se dire que c'est pas là-dessus que j'ai construit le film, mais c'est quand même ce qui moi m'a apporté, ce qui a apporté aussi Samy. Il l'a dit dans la promo et ça m'a marqué. Lui, c'est son point d'entrée dans le film. C'est comme ça qu'il a réussi à rentrer dans le film. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vraiment 3 répliques, quoi. Donc ça se joue entre eux, dans l'interprétation des comédiens, dans la direction que je leur donne, dans les situations qu'on leur met dans les pattes. Voilà. Oh putain, on vient de se faire une belle raflette. Attends, me dis pas que tu lui as volé. Le talent, c'est quand un mec te répond oui à une question que tu lui as même pas posée. Il m'a tout refilé. L'album, l'enregistrement, tout. Putain. Mais papa, ça se fait pas. Ça se fait pas, tu peux pas faire ça. Le gars, on lui a menti, il nous a cru. Oh mon Dieu, heureusement que Jessica était là, sinon... Allez, ta gueule. J'aurais craqué. T'es une belle enflure. Ah, t'as kiffé, hein? Hein? Eh, Vas-y. dis-moi la vérité, t'as kiffé? Oh, et ton Marilyn, là Alors sur l'écriture des personnages, je crois que c'est De Palma ou Hitchcock, l'un des deux, qui avait dit vaut mieux partir de clichés plutôt que d'y arriver. Et moi, ça m'a toujours mis très à l'aise, c'est-à-dire que dans un premier temps, je suis un peu pâteau dans l'écriture. Je me dis, ok, Samy Bouajila, vieux briscard, il est très fort, rien ne lui échappe, et puis il a que des qualités. Je mets du temps avant de lui trouver des défauts. Et Mallory Wanek, son personnage, il était beaucoup plus en résistance dans la première version, la mienne en tout cas. En fait, il se pouillait très rapidement dans une séquence que j'ai coupée. Donc séquence d'ouverture dans l'espèce d'épicerie boulangerie là, il sort, il y a cet échange entre eux, et en fait il y avait une scène coupée, juste avant le générique, il y a une scène coupée, où tous les deux se pouillaient, donc on apprenait qu'elle était stagiaire et qu'elle détestait le fait divers, et Samy Bouajila était heurté par le fait qu'elle ne s'intéresse pas à la vie des gens, parce que pour lui c'était central, le fait divers, c'était s'intéresser à ses contemporains, et que c'était c'était avoir un point de vue sociologique sur la société, et c'était chouette. Moi, ça me permettait de parler du fait divers, de la presse écrite, plein de choses. Et voilà, je mettais plein de thématiques. J'étais très didactique sur cette partie-là. Et il se trouve que j'ai eu 2 heures pour la tourner, et que Samy avait un peu des trous dans son texte, Mallory était un peu à côté de ses pompes, et c'est pas leur faute, mais j'avais pas le temps pour... Vers la dernière prise, on n'était pas trop mal, mais c'était pas ce que j'avais en tête, et du coup j'ai préféré couper. Donc il y a tout un pan du caractère de la petite qui nous échappe, le fait qu'elle soit en résistance, qu'elle ait du caractère déjà, en fait on va le découvrir un peu plus tard, et c'est pas plus mal. Et sur le personnage de Samy Bouajila, il y a un truc... oui, c'est une autre notion pour laquelle j'ai coupé la séquence, c'est que je parlais de l'affaire Pellico. En fait, moi, je m'étais tenu très informé des faits divers, et elle lui disait, mais pourquoi le gars s'est pendu dans l'épicerie tout au début? Parce qu'au fond, c'était juste un mec qui avait mis une vidéo, il avait mis une caméra dans un Airbnb, et il s'était fait gauler, et il s'est donc pendu. Et elle lui dit, mais je comprends pas, il est juste, enfin, c'est un pervers, c'était pas un criminel, pourquoi il s'est pendu? Et Samy Bouajila lui disait, va savoir, il y a 2 ans, même profil, un gars, un mec ordinaire, il se fait arrêter parce qu'il filme sous les jupes des filles dans un supermarché, perquisition, et on découvre qu'il a fait tourner sa femme à 200 mecs du quartier. C'est l'affaire Pellico, et Samy Bouajila se marre, parce qu'il trouve que c'est une affaire hors du commun, horrible. Et je me souviens, moi je l'ai inclus dans le premier montage, et c'est le jour où l'affaire Pellico explose, et où elle décide de faire huis clos, enfin de ne pas faire huis clos justement, et
et de bravement montrer l'horreur à tout le monde. Et ça fait fait de société à ce moment-là. Donc il n'est pas question du tout de l'inclure dans le film, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai coupé la séquence. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, je fais qualité-défaut des personnages, dans un premier temps. Si je prends le personnage de Bouagila, oui, il est très fort, mais il est très chiant, parce qu'il demande toujours plus à ses collègues, il est pressant, il prend pas en considération leur avis, il est sûr d'avoir raison, il n'est pas déconstruit, il comprend rien par rapport à sa fille, ses attentes, il a que des conversations professionnelles avec sa propre fille, ce qui est quand même un comble. Ils ont pas mal d'occasions de pouvoir discuter, et jamais. Même quand elle lui évoque ce qui est une autre thématique, c'est-à-dire le passage de jeune fille à jeune femme, et du regard des hommes sur elle, il écoute pas du tout, puisqu'il se dit que c'est juste un bon angle ça ferait un bon angle pour un papier. Et après, il lui vole son histoire. Il y a un an, c'était encore qu'une gamine. Sur les dernières, c'est déjà une femme. Elle est belle. T'es là dans ta chambre des petites filles, tu joues à la poupée, et un jour tu marches dans la rue et tous les mecs te regardent. Tu joues le jeu puisqu'il y en a un qui te plaît. Crayon, rouge à lèvres. Ça marche sur lui, sur tous les autres aussi. Tu devrais l'écrire. C'est un bon angle. Trop personnel. Plus c'est personnel, plus c'est universel. Je trouve ça intéressant que les qualités qui font, ce qui fait les qualités du personnage font aussi ses défauts. Et de la même manière, pour Ava, elle s'identifie très facilement à la victime parce qu'elle a à peu près le même âge, donc ça, je trouve ça facile. Et évidemment, elle est stagiaire, donc moins expérimentée. Elle s'intéresse qu'au mobile, au pourquoi, alors que son père lui dit clairement que le pourquoi, on s'en fout. Parce que je m'attribue, moi, personnellement, en tant que réalisateur, le pourquoi, je m'en fous. C'est pas mon métier. Moi, je suis là pour poser des questions et je suis là pour donner tout un tas d'éléments dont les spectateurs sont libres de se saisir, mais c'est pas à moi de dire pourquoi ils ont tué et pourquoi ils existent. Voilà, c'était hyper intéressant pour moi de poser les choses comme ça, et vient toujours un moment dans l'écriture d'un scénario où les personnages existent par eux-mêmes. Voilà, ça c'est hyper cool, parce que pendant 30-45 minutes, on peut décider arbitrairement qu'ils vont tourner à gauche, à droite, mais au bout d'un moment, tu peux plus les faire tourner à gauche ou à droite s'ils n'en ont pas envie. Et tu peux pas leur faire passer des obstacles d'une certaine manière. Si par exemple, Ava se retrouve face à un agresseur, et sa manière de lui faire face, c'est de le regarder droit dans les yeux. Voilà, c'est son caractère. C'est pas moi qui ai décidé que ça serait comme ça, c'est vraiment le personnage d'Ava qui s'est construit progressivement. Parce que d'abord, il y a une confrontation avec un mec banal qui la drague, parce qu'il y a la conversation avec Daroussin qui la met un petit peu en confiance, parce qu'elle pige pas mal de choses et qu'elle peut se révéler être qui elle est au fur et à mesure. Voilà, c'est une petite horlogerie, une mécanique interne que moi j'aime beaucoup. Se dire que t'écris les qualités et les défauts, qu'ensuite les personnages prennent vie par eux-mêmes. Tu sais ce qui manque? C'est des histoires qui se finissent bien. Charente-Maritime, un homme rentre chez lui et ne tue pas sa femme. Et il va chercher ses enfants, fait les courses, fait la vaisselle, sort les poubelles. Alors là, c'est gros titre direct. En fait, pour ceux qui s'intéressent à l'écriture, généralement, dans un premier jet, faut se laisser aller, faut pas se prendre la tête, faut vraiment mettre toutes les idées, y compris les mauvaises. Le lendemain, tu reviens dessus et tu peux plus facilement couper ce qui est nul. Enfin, tout simplement, tu le supprimes. Tu dis, non, ça c'est hors de question, ça c'est pas possible. Ce qui marche bien, c'est toujours couper la première réplique, toujours la dernière. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Et puis après, quand un personnage est trop explicite, pourquoi il le dit, à qui il s'adresse vraiment, si c'est au spectateur, alors c'est vraiment à supprimer. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur La Nuit du 12, puisque donc, mon film était déjà écrit quand il est sorti, et j'ai beaucoup aimé La Nuit du 12. Mais il y avait pas mal de choses où on sentait que Dominique Moll faisait de la vulgarisation à l'attention du spectateur, et donc j'avais pas besoin de le faire. Ça m'a fait tomber pas mal de dialogues, pas mal d'explications. J'ai pas eu besoin de repasser par là. Et effectivement, je mentionne le masculinisme, mais sur une manchette de journal. Le survivalisme est abordé avec Paul Ami, mais plus jamais après. Le fait qu'il soit d'extrême droite, il dit juste c'est un faf.
Enfin, tout ce qui est artificiel, qui tient de l'intrigue, qui tient de la partie movie-verse, comme dirait Tarantino. En gros, tout ce qui est un peu fake, ça m'intéresse pas plus que ça. Ça m'intéresse en tant que cinéaste, le fait qu'on soit dans du divertissement et qu'on essaye de faire en sorte que les gens prennent du plaisir. Mais ce qui est le plus intéressant et ce qui me fait le plus peur, c'est tout ce qu'il y a dans le réel, tout ce que je vais aller puiser dans le réel. Donc ça veut dire le survivalisme, ça me fait peur, le masculinisme, ça me fait peur. Enfin, en tout cas, c'est des notions qui peuvent me terrifier parfois. Le côté banal de ces mecs aussi, le portrait type, de se dire, de les voir, de voir leur visage, de voir à quel point ils sont complètement banals, insignifiants, ça me frappe. La misogynie ordinaire, le racisme aussi, ambiant. Voilà, c'est des notions sur lesquelles j'ai l'impression de ne pas avoir besoin à poser des dialogues parce que ça va être dans l'ambiance, ça va passer dans les scènes, dans les situations. Voilà, c'est comme ça que je fais. Et finalement, je passe mon temps à retrancher, soit à l'écriture, soit sur le tournage, soit au montage. Et le moins, le mieux, hein, c'est toujours ça la règle. Plus personne n'utilise ça maintenant. Tu rigoles ou quoi? Ça marche du tonnerre, ça. Tu connais le survivalisme? Ouais, les types un peu tarés qui se barrent en forêt avec des armes et des rations de nourriture. Je sais pas s'ils sont tarés, mais ils sont bien équipés en tout cas. Imagine-toi qu'un jour, il n'y a plus Internet, il n'y a plus de réseau téléphonique, et ben, on sera bien content d'avoir les ondes courtes pour communiquer. Ça, c'est le futur. Bah, sur les comédiens, en fait, quand le film avait failli se lancer 3 ans plus tôt, j'avais un tout autre casting. Il y avait que Jean-Pierre Daroussin, qui était déjà là, parce que j'avais écrit pour lui. Et il m'a fait d'ailleurs la gentillesse, quand je l'ai rappelé 3 ans plus tard, de pas relire et de me faire confiance. Donc j'étais très touché. Non, en fait, dans l'écriture, enfin la première fois que le film a failli se lancer, le comédien principal devait avoir 35-40. Donc forcément, je dirais pas qui c'était, mais c'était quelqu'un de bankable, de cet âge-là, quoi. Mais pour moi, je sais pas pourquoi j'ai l'impression de trahir tout ce que je voulais mettre en place sans encore avoir eu l'idée de ce que... juste le pressentiment du truc. Donc le film s'est pas fait, et tant mieux. Quand un film ne se fait pas, c'est toujours pour des bonnes raisons. Et donc 3 ans plus tard, quand je dois recomposer le casting, je n'ai que Daroussin. Et comme je réécris le personnage de Samuel et que je le vieillis un peu pour avoir ce lien père-fille, ben, je pense tout de suite à Samy Bouajila, que j'avais adoré dans Drôle de Félix à l'époque où j'étais encore en école de cinéma. Et Samy lit tout de suite, en 48 heures, on se rencontre et ça le fait. Et à partir de là, Valérie Donzelli, c'était une vraie envie de bosser avec elle, parce qu'elle a une fantaisie et... je sais pas, elle est jamais comme j'imaginerais qu'elle jouerait sa réplique. Et elle avait une différence d'âge avec Samy assez proche, donc pour moi, je trouvais que c'était plausible. Et puis après, il y a Stéphane Crépon qui vient en contrepoint de Jean-Pierre Daroussin, et Mallory Wanek aussi, que j'avais vu dans Les Pires, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, ça marchait bien les 5, ils ont répondu très vite. Et en plus, c'était assez bankable pour les producteurs, donc c'est parti vite comme ça, quoi. À mon avis, si on relie tous les crimes de la région, on n'a pas fini. Et d'un autre côté, Patricia n'a pas été violée, Jessica non plus. Ça ressemble pas à un crime qu'on connaît, du type pervers ou tueur en série. Et si c'est pas un mari jaloux ou un détraqué, alors pourquoi elles sont mortes, ces 2 filles? Pourquoi on leur a jeté de l'acide sur le corps? Il y a de la haine. Et des tueurs qui agissent en groupe, c'est possible. Moi, je trouve que ça vaut le coup de s'y pencher. Exactement, faut creuser. Qu'est-ce que tu voulais dire, Ava, tout à l'heure? Sur les choix de mise en scène, moi je sais que mon école à moi, c'est mon premier film Vaurien, donc 350 000 de budget, 24 jours. Je sais que parfois, j'ai une mimique de comédien sur une seule prise, j'ai une réplique qu'au son, parce qu'on devait aller très très vite. Donc parfois, j'ai même pas l'image de la réplique que je veux, alors qu'elle est essentielle, hein. Je me souviens d'une séquence, une scène d'intimité entre Pierre Deladonchamp et Ophélie Beau, où il lui dit j'ai pas envie de coucher avec toi, j'ai envie de dormir avec toi. Je crois qu'il lui dit quelque chose comme ça. Moi, j'aimais bien cette réplique, mais je me souviens que Pierre, il voulait pas la dire.
Et donc, je l'ai eu qu'au son, quoi. Je l'ai eu à la ruse. Et elle est dans le film, elle est dans la séquence, évidemment, et elle est dans la bande-annonce. Mais elle est qu'au son. Et je sais pas, en gros, faire de film autrement. Même si là, c'était plus confortable, parce que j'avais 3,7 millions pour faire le film, et que j'avais 33 jours pour tourner. En vrai, il aurait fallu un budget plus conséquent pour vraiment tout assurer. Parfois, j'avais que 2 heures pour une séquence. Et il faut, enfin, tu peux pas te planter en fait. T'as pas de filet de sécurité. Si t'as pas enregistré, faire un film, c'est comme faire ses courses. Voilà. Tu fais tes courses et tu rushes dans les rayons. T'es là comme un bourrin. T'es là, tu vas prendre la crème fraîche, les œufs, et t'espères que tu vas rien oublier. Et au montage, t'as le temps de cuisiner, t'as le temps de goûter, t'as le temps de rebidouiller. Mais vraiment, la course aux aliments, c'est un truc de dingue. C'est c'est assez fou. On passe des années à écrire le menu. On passe des mois de préparation à essayer d'être optimal sur comment... Et puis après, les portes du magasin s'ouvrent et on est là à courir comme un dératé et à faire tout de travers sans essayer de tout faire tomber par terre. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc dans la précipitation, souvent, je me dis, ok, cette réplique-là, je l'ai au son, je vais pas faire chier l'équipe, on avance. Voilà. Et parfois, j'ai un dispositif de mise en scène qui est calé sur le hors-champ, le hors-cadre, et ça va tenir la séquence. Et il y a des fois où il faut que ça soit complètement dans le sens du film. Donc la CB notamment, c'est si tu as la CB, si tu entends la voix de ces personnes, c'est qu'ils sont forcément pas loin, puisque c'est des ondes courtes. Donc là, ça devient le sujet même de ces séquences-là de thriller. Donc à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir un alliage des deux. Non seulement tu vas vite, mais en plus de ça, tu sais que tu vas pouvoir t'appuyer sur la post-prod. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en gros, en post-prod, moi j'ai tout refait au son. J'ai tout refait. Chaque respiration, j'ai tout triché, j'ai tout refait. J'ai pas demandé aux comédiens de refaire, hein. Je me suis appuyé que sur ce qu'on avait tourné, les répliques sur le plateau, mais je vais enlever des respirations, je vais les rythmer, je vais faire attention que ce soit des respirations de nez ou de bouche. Je vais évidemment doser avec la musique, je vais doser avec le montage, je vais ralentir quand ils ont parlé trop vite. Voilà, souvent c'est ça, souvent les répliques sont un peu balancées trop vite, comme des répliques, quoi. Et à ce moment-là, le film prend un peu d'épaisseur. C'est des choses que j'aimerais pouvoir faire sur le tournage, mais on n'a jamais assez le temps. Et de la même manière, on n'a jamais le temps de faire des répétitions. Les comédiens, on fait plus de répétitions, malheureusement. Donc mon objectif pour le prochain, c'est d'en faire. Parce que les comédiens ne sont pas disponibles, parce que c'est pas du tout inclus dans la préparation. Et ce qu'on peut faire au maximum, c'est une lecture. Donc voilà, pendant 2 heures, on a le comédien, éventuellement 2, éventuellement 3, mais les séquences, on les découvre vraiment sur le plateau et ça vient nous bouffer du temps, le temps que chacun s'approprie son rôle. C'est des plans qui tombent, quoi, c'est des aliments qu'on va pas avoir le temps d'aller chercher. Donc le hors-champ, le hors-cadre, j'y crois beaucoup en tant que pouvoir de mise en scène, d'outils. Mais pour l'instant, je m'en sers encore un peu trop comme d'un filet de sécurité. Red Martel 732, tu m'entends? QRV pour le chemin. J'attends un peu comme on a dit ou j'enquille? À toi. Je te reçois, Nemesis. Essaye de pas trop pomper dans le coin, on sait jamais. Ruban propre ou t'as un doute? Rien devant, rien derrière. Terminé. Alors, la séquence du Napoléon, c'est celle qui met globalement tout le monde d'accord. Parce que quand je vois ce que les gens disent sur les réseaux, sur les sites de notation, sur Letterboxd, Sens Critique, enfin, je regarde un peu tout, quoi. Allociné, bien sûr, même si tous les avis sont fake. Non, mais je regarde, c'est hyper intéressant de voir que même quand les gens aiment pas le film, ou le trouvent trop plan-plan, ou trop chiant, ou qui va pas assez à fond, Napoléon met tout le monde d'accord. Je suis content parce que c'est
c'est un vrai appel que je lance et aux spectateurs et aux gens du milieu du cinéma, parce que c'est la seule séquence qui a été faite, pensée et avec tous les moyens nécessaires à sa conception. C'est-à-dire que j'avais 4 jours pour la faire, et on m'a demandé de le faire en 3 et j'ai refusé. Après, on m'a demandé de pas le faire la nuit, mais en nuit américaine, c'est-à-dire en jour, mais on changera un peu la luminosité, on va tricher pour donner l'impression que, et on l'a fait en nuit. On l'a fait avec tous ces super comédiens qui étaient présents et toutes les personnes qui étaient là pour faire la figuration. Donc oui, c'est des moyens, mais il y a un temps incompressible à bien faire les choses, à découper comme il faut, à enregistrer un par un chaque plan, chaque idée. Et ce temps-là, incompressible, bah, il donnait 4 jours. Et là-dessus, j'ai fait aucune concession. Donc c'est le seul endroit du film où j'ai fait aucune concession. Donc en gros, le message qu'est le mien, c'est si vous voulez tout un film comme le Napoléon, eh ben, il faut pas faire 33 jours de tournage. Eh ben, il faut pouvoir faire des répétitions pour gagner du temps. Il faut pouvoir avoir plus de temps aussi en post-prod. Moi, je sais qu'on m'a un peu maltraité la partie son, la partie mixage, alors que c'était ultra important. Je pense aux techniciens du son qui sont vraiment pas respectés en post-prod. On leur demande de faire vite. Même le montage d'image était millimétré, donc... Voilà, en fait, c'est toute... Moi, je viens pas de cet univers. J'ai eu la chance de faire 15 années au SAMU social, donc de toute autre chose. J'ai fait mes études dans le cinéma, j'arrive 15 ans plus tard, et je trouve que c'est fait parfois en dépit du bon sens. Voilà. On est là, on passe des années à penser des projets, et après on les rush comme des bourrins pour essayer de les mettre en boîte, alors que je pense que ça a un impact. Quand les gens voient le Napoléon, ils se disent « Ah putain, la séquence est vachement bien, on a tous les points de vue, c'est à l'américaine et tout, il y a la musique, elle est l'emphase, moi j'étais comme ça sur mon siège. » Bah ouais, mais en fait, c'est pas du talent, c'est de la fabrication, c'est la fabrication pensée avec les moyens nécessaires à la conception de toutes ces idées. Donc voilà, message à toute la profession. Merci de nous allouer un tout petit peu plus de temps de tournage, un tout petit peu plus de temps de prépa, mais pas grand-chose, hein, c'est pas ça qui, pour moi, bouffe l'argent. C'est pas ça qui coûte cher. Tu prends quoi? On a un problème. C'est une remarque qui m'a été faite souvent, c'est le Napoléon, c'est un point d'orgue, ça monte, la tension, et puis derrière... la sortie de ça est, pour certaines personnes, un peu décevante ou abrupte, ou alors vraiment on a l'impression qu'il manque une partie. Eh ben ouais, il manque une partie, parce que j'ai coupé... en fait, j'ai coupé une séquence où, quand ils partent du Napoléon, avant d'être rattrapés par le pick-up, donc le Raptor, et d'avoir la séquence de poursuite, il y a toute une séquence où en fait ils reviennent, donc ça commence vraiment, c'est sec, hein. C'est Samy pile, il arrive devant l'hôtel, elle sort, elle se met à courir pour récupérer ses affaires, et lui il est là, il est tout seul dans le véhicule, en plein milieu, en pleine race campagne, dans le noir absolu, et il écoute
les gars en train de le chercher sur la CB. Et il coupe le son. Et il ne s'attarde qu'au vumètre. Le vumètre qui donc est la petite jauge de danger, mais aussi la jauge de proximité avec les gars. Et donc là, il y avait tout un découpage à mettre en place, tout un système de plans qui se répondent les uns les autres. Il fallait donc être un petit peu sur tous les axes, parce que le danger pouvait venir de partout. Il fallait aussi peut-être... Enfin, il y avait des choses à mettre en place, mais j'avais que 2 heures. Voilà. C'est pas pour dire... c'est pas pour me plaindre, c'est pour partager le fait que... Ben, en fait, moi, je me retrouve... déjà, au tournage, je me dis, mais je vais pas avoir... Enfin, là, on est loin du Napoléon, là, je peux rien faire, en fait. Donc j'ai fait quelques plans sur différents axes, mais les plans n'avaient pas le même cachet, ils n'avaient pas la même intensité, ils n'avaient pas la signification dans la conception même de leur existence. C'était juste des plans sur différents axes, avec différentes valeurs, c'était grossier, et au montage, j'avais pas la matière à construire une scène. Donc plutôt que d'en faire une passable, j'ai jarté tout ça, et forcément ça se ressent pour moi, il manque une petite redescente, il manque 1 à 2 marches pour vraiment redescendre. Enfin, continuer la tension, mais aussi redescendre en intensité. Et j'avais envie à ce moment-là que le spectateur ne se concentre que sur le son, et puis ensuite que sur l'image d'une petite aiguille. Voilà, c'était ça qui m'intéressait. C'était d'oublier tout le reste, on sait où elle va redescendre. J'allais pas faire de jumpscare ni rien, c'était juste tout d'un coup, on se concentre sur une petite aiguille, et je trouvais ça bien. Mais j'avais pas la matière par manque de temps. Donc des concessions, il y en a partout sur l'ensemble du métrage pour préserver le Napoléon. Parce que vraiment, moi je sais pas comment vous dire, à un moment je suis à 37 jours de tournage et puis très rapidement on me dit ouais, t'as le budget que pour 35, puis après 34, puis après 33. Mais à chaque fois qu'on vous fait sauter une journée, c'est quasiment 2 séquences qui prennent une gifle. Et donc voilà, on fait des concessions partout, mais mon but à moi, et vraiment je l'ai construit comme, je me suis dit, putain, mais si j'arrive à transmettre au spectateur qu'à un moment, il va être heureux qu'au Napoléon, ou au Napoléon et dans plein d'autres séquences, mais vraiment au Napoléon, il va se dire, attends, là, il y a un truc qui change. Moi, je tiens à communiquer là-dessus. Ce qui change, c'est vraiment les moyens mis en place et la préservation de toute une équipe pour ne pas abîmer une séquence qui était pensée comme ça. Et les autres, c'est des concessions dues à l'argent, dues au montage des films, à l'urgence, à la disponibilité des comédiens, etc. Et voilà. Et si... Ah oui, il y a autre chose aussi que j'aimerais évoquer, c'est quand les gens comparent Rapace à d'autres films, à d'autres thrillers, il serait bon aussi qu'ils aient en tête de les comparer en termes de budget. Parce que moi, je trouve ça très cool d'être comparé à Zodiac ou à Les Hommes du Président, ou à chaque fois on me compare à des bêtes de films. Donc je le prends bien quand c'est des compliments, mais je suis pas dupe non plus. C'est bien que ça nous y fasse penser, mais je sais bien que c'est pas la même mécanique, et puis c'est surtout pas le... Enfin, on aime tellement Kubrick et Fincher pour la méticulosité de leur mise en scène, il faut aussi se dire qu'ils ont les moyens de la mettre en place. Et c'est le plus dur dans le cinéma, c'est d'arriver dans cette position où vous êtes en capacité de dire on va la refaire 200 fois. Voilà. C'est pas un truc de caractère et d'être fan de Fincher parce qu'il est comme ça. On serait nombreux à vouloir être comme ça. Mais clairement, le système cinéma a tendance à broyer les films et à les livrer comme des produits, à livrer le plus vite possible. Et c'est dommage, je pense qu'il y a toute une dimension où on ne pense pas assez les films, on n'essaye pas assez de les préserver pour qu'ils durent un peu plus que je sais pas, 2 heures de séance, et puis après un peu de contenu sur Netflix, Prime et machin, et après ils sont oubliables. Voilà. Donc mon testament à moi, c'était de dire si j'arrive à sauver le Napoléon comme quelque chose qui pourrait un tout petit peu durer dans le temps, c'est aussi le signal pour mes prochains producteurs avec lesquels je discute énormément là, de comment on peut faire un film tout en Napoléon, quoi. Ça veut pas dire une séquence de tension d'1h30, mais comment on peut arriver à faire du cinéma qui ait une saveur, qui soit pensée et qui, je pense, dure un peu plus dans le temps
parce que c'est quand même possible d'y arriver. 33 à tous pour m'aider, je viens de croiser une Passat noire sur la 316 vive allure. C'est peut-être celle que vous cherchez. Des 316 ? Quelle direction ? Hauteur Galion et Saint-Aubin, vers Grand Ruban. Merde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, j'ai fait le plein. Ils ont dû nous siphonner. Si je parle encore fabrication, c'est intéressant de se dire que Mallory Wanek, elle a 17 ans, et elle peut pas tourner la nuit, elle peut pas tourner après minuit, et que je tourne en plein été, donc la nuit arrive à 22h30, donc j'ai qu'1h30 avec elle. Le reste, c'est avec une doublure. Samy Bouagila n'a pas son permis, donc il peut pas conduire, et on respecte tout ça, parce que c'est la loi, hein. Je sais très bien que Netflix, par exemple, on s'en fout. Samy est sorti d'un tournage où il avait conduit pendant 3 semaines, sans permis. Donc ce qui est intéressant, c'est de te dire que quand vous êtes de face sur Samy, on est en studio, derrière c'est une pelure, à la Hitchcock, et il fait semblant de conduire, et c'est une projection. Il a, donc voilà, il est à l'arrêt, quoi, avec des gars qui font comme ça sur la voiture. Quand on est de 3/4 d'eau, il est vraiment sur l'autoroute, mais il est remorqué par une voiture travelling. Et à côté, c'est pas Mallory. Voilà. Et quand on est sur Mallory, elle est avec un pilote de précision qui n'est donc pas son père, avec dans une espèce de course-poursuite avec des gars qui font des manipulations assez dangereuses, même si on est à 60 km/h et que j'ai pas un sentiment de vitesse très flagrant. Donc moi, je fais ça sur 3 jours, à raison de 1 heure, 1 heure, 1 heure. Et je me dis, c'est nul. Voilà, c'est nul. Tout ce que j'ai, c'est mon point de vue, qui est, on reste dans la voiture. Et on y arrive, hein, musique, plus interprétation, plus montage, plus étalonnage, et on arrive à faire quelque chose de cohérent qui se tient, donc ça passe. Mais oui, c'est loin des velléités que j'avais. Moi, en référence, j'avais La nuit nous appartient, de James Gray, où on était à l'intérieur du véhicule. Donc là, j'ai quelque chose qui fonctionne, mais encore une fois, pour en revenir au Napoléon, j'ai pas quelque chose qui aurait dû prendre non pas 3 heures à filmer, mais 3 nuits. Voilà, ça m'a été refusé, je comprends tout à fait. Et peut-être que c'est... En fait, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est à moi de dire, bah non, 3 heures, c'est pas assez? Parce qu'en fait, il y a une réplique de Martin Scorsese qui m'a toujours marqué quand j'étais à l'école de cinéma. Il disait, si t'as pas les moyens de faire ton film comme tu le veux, ne le fais pas. Et en fait, moi je pars du principe que c'est super, c'est d'une intransigeance totale, c'est magnifique. Sauf que quand t'as toujours rêvé de faire un film, et que t'es à ça d'y arriver, que finalement ton budget c'est 350 000, ou alors 3,7 millions, mais t'as pas 3 nuits pour tourner ta poursuite, mais 3 heures, c'est tellement dommage, t'as quand même envie d'essayer. Donc voilà. J'ai essayé, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et voilà, moi je conseille à tout le monde de s'intéresser à la fabrication des films, parce que ça tombe pas, c'est pas de l'art dans le sens où c'est un artiste qui pond un truc et c'est merveilleux. Ça a une cohérence globale et c'est bien de s'y intéresser. Parce que ça devrait nous faire réagir aussi sur pourquoi les films coûtent cher, et parfois c'est des comédies suréclairées à 12 millions et on comprend pas. Et parfois on se donne du mal et on a des films comme là récemment j'ai vu le dossier Mal d'Aurore de Fabrice Duvels et c'est très bien et il n'est pas récompensé par des spectateurs en salle et c'est dommage parce qu'il y a une vraie volonté artistique d'y arriver, quoi.
Alors sur la musique, moi j'avais travaillé avec mon père sur Vaurien. Mon père qui est musicien mais qui est pas compositeur et donc il est à la retraite et c'était un peu compliqué de travailler avec lui parce que je voulais pas de musique en fait pour Vaurien, j'en voulais très peu et on avait réussi à s'entendre sur un thème très années 70, un peu vieillot, un peu pompé sur Peur sur la ville de Morricone. Enfin, moi, j'avais donné ça comme référent, donc il avait fait ce qu'il pouvait. Mais là, sur un projet comme ça, c'était pas possible. Et puis, il fallait un compositeur dont c'était le métier. Et j'avais remarqué Amine Bouafa sur son travail sur les filles d'Alpha. Et donc, je lui ai fait confiance. On s'est entendu très vite. Il est très sollicité, Amine, depuis son premier film, Timbuktu, où il avait eu le César direct à 25 ans. Donc c'est un touche-à-tout, il fait des trucs très différents. Il a vu le film en même temps que moi, il a vu L'Ours de 2h20, donc en sortant du montage, enfin en sortant du tournage, le monteur avait tout rassemblé, ça faisait 2h20, donc là le film il fait 1h35 je crois. Et donc c'est trop long, c'est boursouflé, il y a toutes les pires répliques, les pires prises du monde. Et moi je souffre un peu parce que je me dis vraiment, c'est un cauchemar. Mais lui découvre tout, il découvre la relation père-fille et en fait il tombe amoureux de cette thématique-là. Et il repart dans le taxi chez lui et il se met à fredonner ça et à l'enregistrer directement sur son téléphone. Et il trouve le thème. Et puis ensuite, on s'est amusé à spotter évidemment tous les endroits où il y aurait eu besoin de musique, envie de musique, quel genre de musique, quelle tonalité. Et le piège, c'était de ne pas tomber dans la nappe flippante où il se joue quelque chose de tendu, mais plutôt d'être dans quelque chose de très musical, très enlevé. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la musique qui me surprend au cinéma. Typiquement, la sortie du Napoléon, c'est ça. C'est un moment où tout d'un coup, la musique s'emballe et si j'étais pas parti, enfin elle part avant moi, et du coup, je sais pas, moi ça me soulève un peu le cœur, en tant que spectateur. Hein. Donc j'aime bien ça, j'aime bien parce que c'est Amine qui me prend par la main. J'ai l'impression que c'est les comédiens, leur jeu, l'intensité de Mallory, le fait que Samy il y aille un peu tête baissée, et c'est Amine qui joue sa musique, et ouais, j'ai rien à faire moi, j'ai pas grand chose à faire. J'ai juste mis 120 images secondes au ralenti, et c'était très chouette. Donc, que ce soit Victor Seguin à la photographie ou Amine Bouafa, ce qui est intéressant, c'est que eux, ils font leur propre film et ils parlent pas en termes de technique, ils parlent en termes d'émotion. Voilà, tout le temps. Ils sont tout le temps en train de me parler d'émotion et c'est pour ça que je les considère tous les deux comme les co-auteurs du film. C'est un peu réalisé à 3, à 4 si je veux inclure mon monteur, mais j'ai pas envie.